sont touchés, avec le Yémen en plus. Près de 1 623 000 personnes sont des cas confirmés d'infection à Covid-19. Nous déplorons plus de 97 500 décès, mais il faut rappeler, et c'est important, que plus de 365 000 personnes sont considérées comme guéries. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 467 000 cas et plus de 16 700 décès. L'Europe reste l'épicentre de la pandémie, avec plus de 765 000 cas et 74 000 décès. L'Espagne observe un plateau, avec 157 000 cas et près de 15 900 morts. En Italie, l'épidémie poursuit une très lente régression, avec plus de 143 000 cas et près de 18 300 décès. En France, nous sommes face à une épidémie massive, meurtrière, qui atteint un niveau inégalé. 90 676 cas confirmés ont été recensés par Santé publique France, soit 4 342 cas de plus qu'hier. Depuis le début de l'épidémie, depuis le 1er mars, on note 65 420 hospitalisations, ce qui vous confirme le poids considérable de cette épidémie pour nos établissements de santé et surtout pour nos professionnels de santé qui travaillent sans relâche, nuit et jour, 100 jours désormais, après la première alerte. Sur les 1148 établissements de santé qui prennent en charge les malades de Covid, nous avons les informations suivantes. 31 267 personnes sont hospitalisées actuellement pour une infection Covid-19. En 24 heures, ce sont 3 161 nouvelles personnes qui ont été admises à l'hôpital. Cela représente encore une hausse, encore un solde positif de 500 malades en plus pour les établissements de santé par rapport à hier. Cela vous démontre l'activité, la dynamique de cette épidémie. 7004 patients graves nécessitent des soins lourds en réanimation. Ce sont des patients adultes, 34% ont moins de 60 ans, 61% ont entre 60 et 80 ans, 98 personnes sont en réanimation âgées de moins de 30 ans. Un premier décès a d'ailleurs été rapporté chez un enfant qui était en réanimation, un enfant de moins de 10 ans en Île-de-France, mais les causes de décès semblent multiples, même s'il y avait une infection à Covid-19 diagnostiquée. Au cours de ces dernières 24 heures, 431 nouveaux patients ont été admis en réanimation. C'est encore très important, c'est même supérieur au nombre d'hier. Le solde, qui, je vous le rappelle, représente le nombre total de patients à prendre en charge chaque jour, est pour le deuxième jour consécutif légèrement, très faiblement négatif, de 62 patients en moins. C'est donc une très légère diminution des besoins de place dans les réanimations, un pâle rayon de soleil, mais cette timide éclaircie, vous le savez, est très importante pour l'ensemble des soignants. Un plateau semble s'amorcer, un très haut plateau, avec une épidémie toujours très dynamique, toujours très hétérogène selon les régions, avec beaucoup d'admissions. C'est pourquoi nous devons continuer à rester totalement vigilants et mobilisés et analyser l'évolution dans les prochains jours. C'est d'ailleurs important, 45 patients ont été transférés aujourd'hui grâce à 2 TGV médicalisés pour soulager la région Île-de-France et ont été accueillis dans d'excellentes conditions en Nouvelle-Aquitaine. Dans les Outre-mer, on relève 148 hospitalisations, dont 43 patients en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, c'est plus de 25 000 personnes guéries qui sont sorties de l'hôpital. Ce chiffre augmente chaque jour. Il faut y ajouter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville sans besoin de passer par une hospitalisation. En ce qui concerne la surveillance syndromique en population, les services d'urgence ont accueilli 2407 passages hier pour suspicion d'infection Covid-19. À la suite de la prise en charge aux urgences, 40% des patients ont été hospitalisés et 2,5% directement pris en charge en réanimation. C'est un nombre un peu plus faible qu'hier, puisque nous avions 2600 passages, nous sommes passés à 2400. En ce qui concerne l'activité de SOS médecins, 690 interventions hier ont été motivées pour une suspicion de Covid-19. C'est aussi
un chiffre inférieur au chiffre de 783 interventions pour la journée de jeudi, et cela représente 14% de l'activité totale. Le dispositif de signalement dans les établissements sociaux et médico-sociaux est en place depuis le 28 mars. Il continue à monter en charge. Dans 5141 établissements sociaux et médico-sociaux qui ont déclaré et participé activement à cette remontée d'informations, sur toute la période qui date depuis le début de l'épidémie du 1er mars, nous avons 34 193 cas, dont 10 502 cas confirmés et 23 691 cas possibles. La mortalité est évidemment surveillée de très près, la mortalité hospitalière, la mortalité en établissement et la mortalité générale. En ce qui concerne la mortalité hospitalière, 8 598 décès sont à déplorer depuis le 1er mars en milieu hospitalier. Ce sont des décès qui surviennent dans 81% des cas chez des plus de 70 ans. 17 décès sont survenus outre-mer, 10 en Guadeloupe, 5 en Martinique, 2 à Mayotte. Au cours des dernières 24 heures, ce sont donc 554 décès supplémentaires qui ont été enregistrés en milieu hospitalier. En ce qui concerne les décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier les EHPAD, nous déplorons 4 599 décès rattachés au Covid-19, c'est 433 de plus qu'hier, et cela couvre, je vous rappelle, toute la période de l'épidémie depuis le 1er mars. En additionnant donc les décès survenus en milieu hospitalier à ceux déclarés par les établissements sociaux et médico-sociaux, nous déplorons 13 197 décès en France en lien avec cette épidémie. Selon l'INSEE, qui recueille les données de mortalité générale en mairie par l'état civil et qui recouvre donc les décès survenus à l'hôpital, ceux survenus en institution et ceux déclarés à domicile, on observe toujours un excès de mortalité qui se renforce à l'échelon national. Sur la semaine 13, nous avions 33% d'augmentation. Sur la semaine 14, l'excès de mortalité atteint un niveau exceptionnel de plus 48%. À l'échelon régional, en semaine 14, l'excès de mortalité est désormais observé dans 10 régions: Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie et Corse. À l'échelon départemental, 40 départements présentent un excès de mortalité au cours de la semaine 14, dont 7 présentent un niveau totalement exceptionnel: le Haut-Rhin, la Moselle, Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val d'Oise. Ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons ce virus, cette maladie, cette épidémie. Vous le savez, je le redis ce soir, rester à la maison, c'est agir contre le virus, c'est agir contre les formes graves de la maladie, c'est sauver des vies, tout simplement. Nous constatons depuis quelques jours les premiers impacts du confinement. Un ralentissement très léger de l'épidémie, et c'est grâce à la mobilisation extraordinaire des soignants, bien sûr, mais également à votre mobilisation, à vous qui respectez les mesures barrières, la distanciation physique, la distanciation sociale, la réduction des contacts. Je vous remercie toutes et tous et vous invite à continuer à vous protéger et à protéger vos proches, en particulier les plus fragiles d'entre nous et nos aînés. Il est indispensable de poursuivre le confinement, les gestes barrières, la distanciation physique au moins d'1 mètre et la réduction volontaire et massive des contacts. Surtout à l'approche de ce week-end de fête, qui est habituellement synonyme de regroupement familial, de vacances, de déplacements, de moments conviviaux, ce n'est qu'en restant chez vous que vous agirez contre le virus, ce n'est qu'en restant tous chez nous que nous sortirons victorieux de cette pandémie. Restez à la maison, c'est ce que l'on vous demande jour après jour pour lutter contre la propagation du virus. J'ai bien conscience que cela suppose de réinventer une manière de vivre au quotidien qui peut provoquer de l'inquiétude, du stress, de l'anxiété. Ces troubles sont bien connus des scientifiques, des médecins. Ils sont liés à la fois à la situation épidémique, à la peur de la maladie pour soi, pour son entourage, pour ses enfants, pour ses proches, aux conditions de vie en période de confinement, à l'isolement social,
Notre priorité est de veiller au maintien de la bonne santé mentale de la population et de prévenir au mieux le développement de ces troubles. Si vous vous trouvez en difficulté, parlez-en à votre médecin, appelez-le, il saura vous conseiller et vous aider en ces temps difficiles. Une page ressources sur le site de Santé publique France recense l'ensemble des adresses et sites internet utiles à cet égard. Enfin, je vous le rappelle, le numéro vert, le 0800 130 000, est à votre disposition pour vous orienter vers un appui psychologique et d'écoute, ainsi que pour toutes vos questions générales sur le coronavirus. De jour comme de nuit, des professionnels vous apportent un soutien, une aide et des conseils. Ce numéro est ouvert à tous et également aux professionnels de santé, aux personnels soignants que nous devons continuer à soutenir en cette période si difficile pour eux. Je voudrais aussi profiter du point de ce soir pour rappeler que le Covid-19 n'est pas la seule maladie, n'est pas la seule cause de décès sur notre territoire national. La continuité des soins pour toutes et tous, et notamment pour nos sujets les plus fragiles, pour toutes les personnes atteintes de pathologies chroniques qui ont un traitement lourd, pour les personnes âgées, tous ces soins sont indispensables. Le confinement a été mis en place pour limiter la propagation du virus, pendant que le personnel de soignants totalement mobilisé lutte en première ligne, heure après heure, pour soigner nos malades. Cependant, le confinement ne doit pas vous empêcher de poursuivre vos soins. Si les soins non urgents, les interventions non urgentes ont été déprogrammées, il demeure indispensable de se faire suivre pour une maladie chronique ou de se rendre aux urgences s'il y a une urgence vitale, si c'est nécessaire. Je le répète ce soir, appelez le service qui vous suit d'habitude, appelez votre médecin qui a l'habitude de vous suivre aussi, allez à la séance de dialyse, appelez le 15 si vous ressentez une douleur thoracique, si vous suspectez un accident vasculaire cérébral chez un de vos proches, ou pour toute situation de détresse vitale ou de réelle urgence médicale. Les médecins et les hôpitaux sont là pour vous accueillir, pour vous prendre en charge, dans le plus strict respect des règles d'hygiène. Dans les situations où un déplacement n'est pas indispensable ou n'est pas nécessaire ou n'est pas souhaitable, je vous rappelle l'existence des outils de téléconsultation. Les conditions d'accès et de remboursement de ces outils ont été élargies, permettant notamment aux médecins généralistes un remboursement même pour des appels téléphoniques. Ces mesures doivent permettre la continuité de leur activité et un maintien de la prise en charge des soins de leurs patients. Les médecins sont donc encouragés à appeler leurs patients les plus fragiles, leurs patients les plus âgés, leurs patients les plus isolés. Et vous, qui êtes fragiles, isolés et qui avez besoin d'un suivi médical, n'hésitez pas non plus à appeler votre médecin traitant ou le service hospitalier qui a l'habitude de vous suivre. Ce soir encore, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements aux médecins généralistes et aux professionnels de santé qui exercent en ville, en ambulatoire, en première ligne, dans la prise en charge des patients Covid en ville, mais aussi dans la prise en charge générale de la population. Votre mobilisation est remarquable, notamment en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, et le restera dans les semaines à venir pour continuer la prise en charge de tous les patients, ceux atteints par le Covid, comme ceux qui ne le sont pas et qui ont besoin, je le répète, de soins réguliers et de soins de haut niveau. Je vous remercie. Une question pour Diaspora News Magazine. Qu'en est-il du traitement par la chloroquine, tout en sachant qu'en Afrique, la chloroquine a été le traitement de base du paludisme pendant plusieurs décennies? Il n'y a pas eu d'effet indésirable significatif de la chloroquine en Afrique. Alors, il y a des effets indésirables de tout médicament. Je crois qu'il faut rappeler aux Français qu'aucun médicament n'a zéro effet indésirable, et ça a été rappelé par tous les spécialistes, quels qu'ils soient. On peut toujours avoir des effets indésirables avec des médicaments, quels qu'ils soient. Par contre, effectivement, vous avez raison, l'hydroxychloroquine, et en particulier la chloroquine, était utilisée comme un traitement antiparasitaire, antipaludique. Il y a eu des évolutions d'ailleurs de ce traitement, puisque la résistance au traitement s'est beaucoup développée. Et puis nous étions à une autre période, nous étions dans d'autres indications, nous étions sur d'autres territoires. Et donc aujourd'hui, vous le savez, l'hydroxychloroquine fait partie des hypothèses importantes, intéressantes, qui sont actuellement testées par beaucoup d'essais thérapeutiques en France, à l'international et dans le monde. Et donc nous attendons tous impatiemment les résultats de ces essais sur l'efficacité, sur la tolérance, donc sur la sécurité des produits. Et évidemment, le premier produit qui démontrera à la fois sa sécurité, mais surtout son efficacité contre le coronavirus, sera un médicament que l'on mettra
à disposition des Français, mais je pense que l'ensemble des pays du monde sont attentifs à faire avancer la recherche médicale dans ce domaine. Une question pour CNN. Peut-on affirmer que les patients guéris du Covid-19 sont immunisés? Que sait-on du niveau ou de la durée de l'immunisation? À noter qu'en début de semaine, la Corée du Sud a détecté de nouveaux cas de coronavirus chez des patients guéris. Alors, c'est une question qui mobilise beaucoup la communauté scientifique. D'abord, par principe, nous sommes face à un nouveau virus, donc nous sommes face à une nouvelle maladie. Nous avions observé déjà des infections à coronavirus. Ce sont des virus classiques de l'enfant, donc il y avait des coronavirus connus. Il y en a eu d'autres depuis, le SRAS en particulier en 2003, le MERS-CoV en 2012. Et donc nous avons une certaine expérience. En général, quand on fait une infection virale, on a des anticorps qui apparaissent. C'est confirmé d'ailleurs chez la plupart des malades hospitalisés qui ont des anticorps qui apparaissent, parfois avec un certain retard par rapport à l'infection. La vraie question ensuite, et elle est posée par l'ensemble de la communauté scientifique, c'est est-ce que ces anticorps sont protecteurs et est-ce que ces anticorps sont pérennes? C'est-à-dire est-ce qu'ils vont demeurer et vous garantir une immunité de haut niveau? Comme nous n'avons que très peu de recul sur les infections, il y a un doute sur des infections bénignes qui ne conféreraient pas une immunité suffisante. Mais c'est purement un débat scientifique et je crois qu'il faut rassurer les Français sur le fait que nous aurons dans les prochaines semaines les moyens de répondre à ces questions par l'ensemble des études qui sont en cours. Deux questions pour LCI. Quel est le taux de mortalité du Covid-19 chez les patients admis en réanimation? Le taux de mortalité en réanimation du Covid-19 est-il supérieur à celui des autres syndromes de détresse respiratoire aiguë et si oui, de combien? Alors, c'est difficile de faire un taux de mortalité. On commence à avoir des chiffres en réanimation et on sait que souvent, quand plus le pronostic est sévère, plus la forme de détresse respiratoire aiguë est sévère, plus le taux de mortalité augmente. C'est connu de l'ensemble des réanimateurs dans le monde. La sévérité du tableau clinique initial est un facteur de risque, de pronostic vital. Et donc, ce qu'il faut peut-être dire aux Français, c'est que malheureusement ou heureusement, il y a une grande diversité de personnes, une grande diversité de tableaux cliniques pris en charge par les réanimations, parfois juste une détresse respiratoire modérée qui nécessite 24 heures ou 48 heures de soins en réanimation, parfois une détresse respiratoire aiguë beaucoup plus sévère qui nécessite des soins de réanimation très lourds, et parfois en plus de l'atteinte respiratoire, il y a d'autres organes qui sont touchés, le cœur, les reins, le foie, et donc à ce moment-là, le pronostic vital est d'autant plus engagé. Donc c'est difficile de donner un pronostic général, puisque tout dépend de l'âge, de la présence ou non de facteurs de risque et de l'état du patient quand il arrive en réanimation. Et vous le savez, les réanimateurs font beaucoup de statistiques, ils sont très attentifs à la prise en charge optimale des patients. Et donc en général, il y a un score de gravité, et c'est en fonction de ce score de gravité que le pronostic est donné à l'entourage du patient. Question pour VL Média. L'ANSM a décidé hier de suspendre l'essai clinique portant sur le sang de ver marin qui était porté par la PHP après la révélation d'une étude aux résultats négatifs sur les porcs en 2011. Cet essai clinique peut-il reprendre dans un autre hôpital une fois le feu vert de l'ANSM obtenu et sous quelles conditions? Quel avis porte la DGS sur le potentiel de cette molécule pour traiter les patients atteints du CRDA lié à l'infection Covid-19? Alors, c'est effectivement une étude qui avait été autorisée au départ avec une promotion assistance publique. C'est un concept intéressant, c'est une molécule intéressante puisque c'est un concept de transporteur d'oxygène. Donc, pour des patients qui ont une détresse respiratoire, avoir un transporteur d'oxygène peut être utile, surtout que ce transporteur était considéré comme beaucoup plus puissant que l'hémoglobine. Il y a toujours en France, quand on propose une réglementation qui implique des personnes humaines, des patients, deux obligations d'autorisation. Un comité de protection des personnes qui se réunit, qui est une structure collégiale, qui analyse le risque pour les personnes à qui on va proposer ce traitement. Et puis l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est en charge de la sécurité des médicaments qui sont proposés aux patients en France. Donc il y a eu ces deux passages. L'information qui est arrivée tardivement à l'Agence du médicament, c'est qu'il y avait eu une étude préclinique il y a plusieurs années chez des porcs, et que ces porcs qui avaient été traités avaient eu une létalité, une mortalité de 100% quand ils avaient été traités. C'était une information dont ne disposait pas l'agence, donc elle a repris son autorisation, elle a suspendu son autorisation, le temps d'examiner tous les éléments nouveaux qui lui étaient soumis, et c'est à ce moment-là uniquement qu'elle pourra prendre la décision de reprendre ou non l'étude. Une question pour l'APM. Les recommandations HAS demandées en urgence la semaine dernière sur l'allongement du délai de l'IVG étaient annoncées pour cette semaine. Pourtant, nous sommes vendredi. Sont-elles prêtes? Est-ce que vous allez mettre en place un allongement, de même pour la réalisation de consultations nécessaires aux IVG médicamenteuses sous forme de téléconsultation?
À quand les textes au JO? Alors c'est un sujet très important pour les femmes, donc nous sommes évidemment très attentifs à la santé des femmes. Nous avons cette décision effectivement d'allonger l'IVG médicamenteuse en ville de 7 semaines d'aménorrhée à 9 semaines, de permettre aussi aux femmes de bénéficier de la téléconsultation, ce qui permettrait que l'ordonnance soit directement adressée en pharmacie pour qu'elles puissent directement récupérer le traitement en pharmacie, et donc la publication du texte est imminente. 2 questions pour France Info. Pouvez-vous nous donner des précisions sur la mortalité en EHPAD et sur ce qui est fait pour accompagner ces établissements dans la gestion de la crise? Alors, vous savez que le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a fait de la prise en charge des EHPAD une priorité majeure. D'abord parce que, vous savez, nous avons confiné ces établissements dès le début de l'épidémie. Ensuite, parce que nous avons ajouté au confinement global de l'établissement un confinement en chambre, qui est quelque chose de difficile, qui est une solution qui a été proposée aux EHPAD sous réserve que l'organisation de l'EHPAD le permette, sous réserve que les familles et le personnel aient bien compris l'importance de cette mesure et que les résidents puissent l'accepter, puisque là encore tout dépend des troubles éventuellement cognitifs de ces résidents et de leur caractère déambulant. Vous savez qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas rester au même endroit, qui ont besoin de bouger. Et donc tout ça est pris en compte au plan individuel pour confiner au mieux les personnes. Nous avons aujourd'hui renforcé l'accès de ces établissements à un avis médical, l'accès de ces établissements à une filière privilégiée en milieu hospitalier, l'accès de ces établissements à des tests lorsque c'est nécessaire, qu'il y ait un cas suspect au sein du personnel ou au sein des résidents. Et puis nous les aidons ensuite en termes de renfort, en termes de volontaires, en termes de réserve sanitaire pour permettre la prise en charge optimale des résidents dans cette période qui est particulièrement difficile pour tous les résidents. Où en est la montée en puissance rapide du nombre de tests diagnostiques du Covid-19 annoncé la semaine dernière par le Premier ministre? Alors, nous sommes là sur les tests virologiques. Nous avons acquis une vingtaine d'automates qui permettent de faire du séquençage à haut débit. Nous sommes donc en train de renforcer sur l'ensemble du territoire national l'accès aux tests dans tous les laboratoires. Vous savez qu'il y a des laboratoires de virologie qui sont dans tous les sites hospitaliers. Donc, désormais, dans l'ensemble des départements de France, il y a un accès à des laboratoires de virologie. Nous avons ouvert aussi l'accès aux tests à des laboratoires qui n'en faisaient pas jusqu'à maintenant, les laboratoires vétérinaires, les laboratoires de recherche, les laboratoires de police, de gendarmerie, les laboratoires départementaux. Donc on ouvre toute la capacité française de tests à cette possibilité donc renforcée de tests pour toutes les personnes qui en auraient besoin, et en priorité le personnel hospitalier et en priorité le personnel des EHPAD et leurs résidents. Une question pour Ouest France. Le professeur Delfrécy a déclaré mercredi que le taux d'immunité de la population française au coronavirus tournait autour de 10 à 15%. Quelle est la fiabilité des tests utilisés? Peut-on avoir plus de détails sur ces tests sérologiques? Alors, là, nous basculons des tests virologiques qui recherchent le virus aux tests sérologiques qui recherchent des anticorps, une immunité. Première difficulté, ce n'est pas tellement la qualité du test, c'est le fait, comme je vous l'ai dit, qu'après une infection, il faut attendre au moins 2 voire 3 semaines pour que les anticorps montent en population. Donc faire des tests sérologiques pendant que vous êtes malade n'a pas de sens. Donc il faut attendre que les gens soient guéris, soient rentrés à la maison et puissent développer des anticorps. Ensuite, il faut qu'on ait accès à ces sérologies. Il y a beaucoup de fabricants de tests et nous sommes en train de les homologuer, de vérifier la qualité du test et ensuite donner accès aux laboratoires, en particulier les laboratoires d'analyse, à ces tests qui sont soit des tests classiques que les Français connaissent et qui nécessitent une prise de sang, soit des tests rapides qui sont faits avec une piqûre au bout du doigt et qui vous donnent un résultat beaucoup plus rapide. Donc nous avons la capacité en France de faire des études de séroprévalence, c'est-à-dire de voir quelle est la part de la population qui est immunisée. Comme je vous l'ai dit, il y a des études en cours de séroprévalence, parfois grâce à l'établissement français du sang sur des donneurs de sang, qui sont plutôt des personnes très protégées de la maladie, puisqu'ils font très attention à ne pas être malades, puisque sinon ils ne donnent pas leur sang, mais aussi sur des personnes très exposées, par exemple des volontaires professionnels des hôpitaux d'Alsace, qui ont demandé à bénéficier de ce type de test pour savoir quel était leur niveau d'immunité. Donc nous avons de plus en plus de résultats en population, et nous allons estimer, grâce aux modélisations, grâce à la mobilisation des épidémiologistes, quel est le niveau. Des régions sont beaucoup plus touchées que d'autres, avec un gradient qu'on voit bien de nord-est au sud-ouest. Les 10 régions que j'ai citées en termes de mortalité sont les 10 régions où le virus a le plus circulé en France avant ce confinement.
2 questions pour Médicite. Des chercheurs américains testent l'oxynitrique contre l'insuffisance pulmonaire sévère. Des tests cliniques sont-ils prévus ou en cours en France? Alors, ce sont des techniques qui sont utilisées en réanimation et effectivement, les réanimateurs français échangent avec les réanimateurs internationaux, que ce soit les Américains ou d'autres collègues européens, pour tester tous les moyens d'aider des patients en détresse respiratoire aiguë à passer ce cap. Une équipe de l'Université de Toronto estime que la distanciation sociale devrait continuer au moins 2 ans. Cela pourrait-il être le cas en France? Alors, je ne donne aucun pronostic sur la durée nécessaire à cette mesure. Je pense que par contre, ce qu'il est important de dire, c'est que tant que le virus circule, tant que l'épidémie n'est pas terminée, tant que nous n'avons pas une immunité collective importante ou que nous n'avons pas de vaccin, il faudra effectivement conserver un certain nombre d'habitudes que nous avons prises. Les gestes barrières seront toujours utiles, la distanciation physique sera toujours une bonne pratique et la réduction des contacts non indispensables. On voit bien qu'aujourd'hui, on a appris à télétravailler, on a appris à être moins rassemblés dans des réunions, à faire attention un petit peu au nombre de personnes dans une salle, et ce sont des bonnes pratiques qu'il faudra probablement encourager pendant les prochaines semaines. 2 questions pour Hospimédia. Les services d'aide et de soins à domicile vont devoir assurer de plus en plus de sorties d'hospitalisation, mais n'ont pas le matériel de protection nécessaire. Des mesures sont-elles prévues? Oui, absolument. Nous sommes très attentifs à soutenir ces personnes depuis maintenant plusieurs semaines pour leur donner un accès effectivement à des matériels de protection parce qu'elles vont être absolument, elles le sont déjà, mais elles seront encore plus indispensables dans les prochaines semaines quand beaucoup de personnes reviendront à domicile. Elles font déjà un travail remarquable jour après jour dans des conditions complexes, on imagine, mais effectivement, nous sommes très attentifs à ces personnels très importants. Si les craintes d'une recrudescence de l'épidémie se confirment après ce week-end, quelles seront les mesures envisagées? Alors, il n'y a pas de raison d'avoir une recrudescence de l'épidémie parce que nous observons et nous remercions les Françaises et les Français de leur bon respect du confinement. Et le confinement, quand il est respecté, a un impact très positif sur l'épidémie. Je vous remercie, c'était les dernières Merci à questions. vous.